Apparemment, j'ai 1 heure pour vous parler de enfance et roman. Vaste sujet. Et évidemment, je ne parlerai pas de toute la production romanesque ou fictionnelle, narrative autour du sujet de l'enfance. C'est forcément des choix. On n'a qu'une vie pour lire un certain nombre de livres. Et j'ai listé quelques références qui me paraissent importantes, objectivement importantes, et quelques coups de cœur dont je parlerai un peu plus longuement, en essayant d'être pas long et d'être pas ennuyeux. Donc, vous me faites signe si vous avez l'impression que ça avance pas ou que je me perds. Je ferai dans un premier temps quelques remarques d'ordre général et ensuite je vais présenter un peu le fil chronologique et un peu typologique que j'ai élaboré. Et selon moi, ce serait bien si on réservait quelques minutes, peut-être un quart d'heure, un petit quart d'heure pour des questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a un micro baladeur quelque part. Oui, apparemment. Donc, merci d'être venu parce que je ne suis pas un people, une célébrité qu'on a vue à la télé et qu'on vient voir ici en chair et en os. Si vous êtes là, c'est que vous honorez l'engagement de l'Université de Pau de partager un peu nos compétences un peu spécifiques autour de la question de l'enfance. Il faut dire que depuis que je suis moi-même à Pau, à l'Université de Pau, la présence de l'université me paraît importante dans le cadre du... Bon, quand je suis arrivé, ça s'appelait les Journées pyrénéennes du livre. Entre-temps, c'était le Salon du livre. Maintenant, c'est Les idées mènent le monde. Mais après tout, c'est toujours la même chose, une rencontre entre des auteurs, des éditeurs, des libraires, des lecteurs, des spécialistes, entre guillemets. Cette année, c'est donc l'enfance qui a été choisie. Petite parenthèse, je ne pense pas que l'enfance soit une idée. Si elle mène le monde, encore moins, mais c'est une réalité. Il y a des enfants et qui vivent des enfances. Et j'ai moi-même des enfants. Et il y a des étudiants qui m'ont posé un jour la question, mais monsieur, pourquoi vous faites toujours cours sur des livres dont les personnages principaux sont des enfants ou des adolescents? J'aurais répondu en toute honnêteté que c'est un sujet qui m'intéresse depuis que j'ai des enfants. Et à la limite, je pourrais dire, c'est pas absolument indispensable d'avoir des enfants ou d'avoir mis au monde des enfants. Je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui n'a pas été enfant. Donc, ça nous concerne forcément. Et c'est une question, c'est une réalité qui est-ce que je dois dire qui pose parfois problème, mais qui surtout apporte beaucoup de bonheur, ce qui nous ramène au sujet du Salon du livre de l'an dernier. En tout état de cause, cette enfance dans les livres mérite, me semble-t-il, interrogation. Bon, vous avez normalement une petite feuille recto verso sur laquelle j'ai donc donné quelques indications. Parce qu'ici, je n'ai pas de tableau ni noir, ni blanc, ni interactif, et je n'ai pas voulu préparer un diaporama. Donc, comme ça, vous aurez les références, les noms d'auteurs, les titres, les dates.
l'enfance donc a été interrogée ou représentée par des écrivains depuis pas si longtemps que ça. Bon. Même les personnes du Moyen-Âge ont été tous enfants, mais très peu de textes subsistent qui se penchent sur cet âge, sur cette réalité-là, vécue déjà pendant qu'on est enfant. Et j'ai mis en exergue, en haut à droite, cette observation de Henri Wallon, qui me paraît tomber sous le sens, mais ça mérite peut-être d'être rappelé que l'enfant ne sait que vivre son enfance, et il appartient à l'adulte de la connaître. Donc, les livres sur l'enfance ou les récits dont des enfants sont des personnages principaux sont généralement le fait d'adultes, voire de personnes âgées, qui reviennent sur cet âge, sur cette expérience originale, souvent qui résistent souvent à la mise en mots. Sinon, je crois qu'on ne ferait pas de livres. Il y a très peu de livres, me semble-t-il, qui racontent tout simplement le bonheur de l'enfance. Ça, ce sont des questions que vous poserez peut-être aux grands intervenants. Pourquoi ils ont écrit sur leur enfance. Et donc, il y a une particularité de ces textes. Tous les textes qui parlent de l'enfance, textes littéraires, donc plutôt de fiction, c'est qu'il y a une certaine distance entre l'expérience de l'enfance et ce que l'on raconte, et une distance aussi dans le langage qui est employé, parce que l'enfant ne dispose évidemment pas encore de tout ce langage qui nous plaît, qui nous enchante quand nous lisons des livres sur l'enfance. Mais dès lors que dans un tel récit ou dans un tel roman, il y a un dialogue, vous imaginez bien que la question se pose, comment est-ce qu'on fait parler les enfants dans les livres? La même question se pose au cinéma. Comment est-ce qu'on représente, comment est-ce qu'on incarne authentiquement l'enfance? Parce que l'enfant n'a pas les mêmes capacités qu'un acteur professionnel pour apprendre un texte, pour dire un texte. On cherche l'authenticité, mais en même temps, on cherche à contrôler quand même cette représentation dans le langage, notamment dans l'énonciation. C'est un problème qui se pose, à mon avis, à chaque écrivain qui parle de l'enfance, que ce soit sur le mode plutôt autobiographique ou plutôt fictionnel. Et c'est une question très individuelle entre l'auteur et le lecteur, si le courant passe, si j'ose dire. Il y a un autre aspect général de la question, c'est que l'enfant, sauf cas très extrêmes, notamment quand l'enfant est orphelin ou en situation de guerre, situation de catastrophe, l'enfant est entouré. Donc il y a, je dirais, nécessairement, et on peut l'espérer pour chaque enfant, d'avoir des personnes qui l'entourent, qui le protègent, qui le prennent en charge, qui assure son éducation, qui l'accompagne jusqu'à ce qu'il atteigne une sorte d'autonomie. Donc, généralement, ces récits, ces romans, ces histoires sont composés de plusieurs personnes qui n'ont pas tous le même statut. Et il y a énormément d'exemples, on va y revenir au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Il y a des relations plus ou moins
harmonique ou plus ou moins conflictuelle avec les parents. Et c'est ça un peu la chair du récit, du roman, voire le ressort même de l'autobiographie. On essaie d'y voir plus clair après coup dans la façon dont on s'est... il y a un mot que j'aime pas beaucoup, mais qui s'emploie beaucoup et qui parle, je crois, à tout le monde, dont on se construit ou dont est construit la personnalité. Troisième point un peu général, avant d'en venir à des textes concrets, c'est à qui s'adresse-t-on en écrivant l'enfance, en parlant de l'enfance dans une fiction. Il y a, bien entendu, la dite littérature pour l'enfance et la jeunesse, qui est d'ailleurs ces jours-ci ou à notre époque celle qui se porte à peu près le mieux dans tout le domaine éditorial. C'est une bonne chose et surtout allez-y, il y a les amis libraires là-haut qui vous proposent beaucoup de livres et il y a une inventivité, une richesse dans la création de la littérature pour les enfants, pour les jeunes lecteurs qui est absolument fabuleuse. Donc, surtout, n'abandonnez pas les enfants à leur seule tablette, parce qu'en plus, vous ne saurez pas trop ce qui vient sur la tablette de l'extérieur. Je ne tiens pas nécessairement un propos anti-nouvelle technologie ou un peu nostalgique des livres en papier ou en papier glacé, des albums de notre jeunesse. Non, les albums sont... les tablettes, les nouvelles technologies de la communication et de l'information sont, d'une part, c'est une réalité, on ne peut pas le nier, il y a une fascination que les écrans exercent sur les jeunes sujets. Mais je pense qu'il faut maintenir la présence du livre auprès de l'enfant, y compris entre le parent et l'enfant. Donc la plus belle situation qu'on puisse imaginer, c'est quand la personne adulte, parent ou âgé, grands-parents éventuellement, lit une histoire ou partage un livre avec un enfant ou son enfant. Il y a les autres livres qui sont écrits à l'adresse d'autres adultes. Et justement, c'est pour partager une réflexion sur ce que c'est que l'enfance, une idée sur ce qui a été fait dans certains cas, à titre d'éducation ou à titre d'abus aussi, ce que l'on devrait peut-être faire pour que le monde se porte un peu moins mal. Par les temps qui courent, je crois que ce serait une bonne idée. Et en tout état de cause, pour maintenir ce dialogue entre les générations. Donc, ça, ce sont des... Je regarde l'heure, des idées un peu générales. On ne peut pas vraiment dire que les temps anciens ne se sont pas intéressés à l'enfance. On en discutait hier avec ma collègue Marie-Françoise, qui aurait bien fait un petit topo juste après ou avant moi sur l'enfance dans l'Antiquité grecque. Mais elle a eu un petit accident de santé, donc elle en a été empêchée, mais elle le fera peut-être une prochaine fois. Je dirais simplement que l'enfant, objet d'une littérature de fiction, est une invention plutôt récente. Elle n'est pas beaucoup représentée dans les littératures plus anciennes. Et si j'ai mis le titre de E.T.A. Hoffmann, Le Marchand de Sable, en premier, ce n'est pas que c'est avec ce livre-là que commence la littérature sur l'enfance, ou l'enfance écrite, mais c'est un texte que j'aime bien, qui est étrange, dont les personnages principaux sont pas vraiment des enfants, parce que la plupart du texte se passe quand les protagonistes sont déjà adultes, mais comme le titre l'indique un peu, le marchand de sable, c'est un personnage, une figure, une référence de l'enfance
c'est précisément ce phénomène, quand vous êtes fatigué, bon, il y a une sécrétion qui fait que vous avez l'impression que quelqu'un vous met du sable dans les yeux. Et ce marchand de sable est donc une invention de la part des adultes, des parents, pour dire ça y est, le marchand de sable est passé et il va falloir que tu ailles te coucher. Dans le livre de E.T.A. Hoffmann, c'est une des premières fois, me semble-t-il, que l'on représente de façon pas tout à fait clinique, mais presque, un traumatisme d'enfance. Et il n'est pas inintéressant, ça c'est un peu le savoir du professeur de littérature, que Freud a forgé son concept de l'inquiétante étrangeté à partir de la lecture de ce texte littéraire, qui relève d'un romantisme fantastique ou d'un fantastique romantique. En tout état de cause, là, on se rend compte que l'idée prend corps, l'idée est admise que ce qui se passe dans la petite enfance a des répercussions dans l'âge adulte, et notamment sur le personnage principal de ce petit texte. Bon, si vous avez des questions, vous les notez, vous me les poserez peut-être après. En cours, j'autorise mes étudiants d'intervenir, mais bon, on risque de ne pas arriver au bout. J'ai aussi mis quelques références, donc Dickens, Hugo, l'enfance plutôt misérable, plutôt difficile dans les milieux populaire au milieu du 19e siècle. Bon, je ne développe pas parce que vous connaissez ces références-là. Et le troisième bloc, si j'ose dire, c'est précisément de la littérature à destination des enfants, des jeunes lecteurs, avec des personnages enfants, des personnages jeunes. Et je précise, quand on m'a demandé d'intervenir ici, j'ai pris au pied de la lettre cette idée de l'enfance. Après, bon, dans la brochure générale, on a dit bon, on peut aussi parler de l'adolescence. C'est une autre paire de manches, me semble-t-il. Donc, j'ai essayé de me concentrer sur la question vraiment de l'enfance et des enfants dans les livres. Donc, que ce soit Andersen, que ce soit la comtesse de Ségur, que ce soit Carlo Collodi, ce sont des histoires d'enfants, que ce sont des récits dont les personnages principaux sont des enfants, et ils sont écrits... très intéressant, la comtesse de Ségur, ben, elle écrivait pour ses petits-enfants. Lewis Carroll, bon, c'est un peu différent, mais il aurait lui-même raconté les histoires qui sont devenues, donc Alice au Pays des Merveilles, à des jeunes filles. Bon, il y a eu après toutes sortes de discussions. Est-ce que Lewis Carroll était pédophile? Bon, je n'entre pas dans cette polémique-là. Il s'est en tout cas intéressé de près à des enfants de cet âge-là, des jeunes filles. En ce qui concerne Wilhelm Busch, bon, qui est moins connu en France, hélas, mais une référence incontournable pour les lecteurs allemands notamment, c'est ce qu'on appelle la pédagogie noire, c'est-à-dire on montre des enfants qui tournent mal et qui sont punis finalement. C'est très très drôle, ça passe merveilleusement bien. Wilhelm Busch était un auteur et un illustrateur hors pair, mais cela relève plutôt de la pédagogie noire, c'est-à-dire on montrait les mauvais exemples pour que les enfants comprennent comment il ne faut pas faire, ou à la limite que si on fait comme ces garnements-là, on finit mal. C'est aux antipodes de Heidi, que vous connaissez aussi,
qui a donc chanté dans ce livre, on a chanté le charme du monde de la montagne. Ça devrait être un livre très populaire ici au pied des Pyrénées, même si son action se passe dans les Alpes. J'en viens à un binôme, et je crois m'être trompé dans la version qui a été imprimée, mais j'ai deux versions là. C'est un auteur qui a signé ses livres G. Bruno, qui est en fait le pseudonyme d'Augustine Fouillé. Et le livre s'appelle Le Tour de France par deux enfants, 1877, pardon. Petit sondage, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce livre? Ah, vous voyez, un bouquin qui date d'il y a 140 ans, c'était un succès d'édition phénoménal, tiré à des millions d'exemplaires et retiré jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que c'était un livre, de commande. Et dans cette histoire qui raconte donc le Tour de France par deux enfants, on poursuivait entre autres le but de faire découvrir une réalité géographique à de jeunes lecteurs. C'est-à-dire ce Tour de la France, ce n'était pas seulement une odyssée de la part de deux enfants qui étaient dans une situation existentielle difficile, mais en suivant leur parcours, les jeunes lecteurs apprenaient la géographie de la France. Et ce qui m'a paru très intéressant en le découvrant, c'est que la grande femme écrivain suédoise Selma Lagerlöf, dans l'histoire merveilleuse de Nils Holgersson, a en fait poursuivi exactement le même but. Ce n'était pas le même moyen de transport, si vous voulez. Bon, parce que, comme vous le savez probablement, Nils Holgersson, il est monté sur une oie sauvage et donc il a fait le tour de la Suède et de la Norvège, je crois, à dos, non pas d'avion, mais d'oiseaux. Et le but était exactement le même, faire découvrir le pays, cette fois-ci avec la perspective d'en haut. J'ai mis par là aussi Rudyard Kipling, Le Livre de la Jungle, également une référence universellement connue. Bon, je fais une parenthèse, beaucoup de ces livres-là, peut-être pas Le Tour de la France par deux enfants, parce que, sauf erreur, toutes les personnes qui ont levé le doigt ont eu le livre entre les mains. Si je pose la même question en ce qui concerne Le Livre de la Jungle, je suppose que c'est une minorité qui a eu le livre entre les mains, mais une majorité qui a vu une des adaptations de cette histoire-là par Walt Disney. Est-ce que je me trompe? Bon. Donc, vous voyez aussi qu'il y a un changement de support. La littérature ou le roman de l'enfance, les livres pour enfants et sur les enfants, ont connu une deuxième vie tout au long du XXe siècle. Et Walt Disney, je n'ai pas de mal de Walt Disney. Bon, il a modifié pas mal d'histoires pour que ce soit un peu moins triste par moment, mais il a entretenu cette mémoire narrative, ce stock d'histoires en le rendant accessible au plus grand nombre. Bon, évidemment, vous ne mettez pas la même chose dans 2 heures de film que vous n'en mettez entre 2 couvertures de livres avec un texte éventuellement serré. Un dernier exemple issu de la littérature du XIXe siècle me paraît intéressant, parce que je crois que celui-là, il n'est pas très connu. Ce que savait Maisie
de Henry James. Henry James, par ailleurs auteur connu, populaire, réédité, adapté au cinéma, etc. Ce que savait Maisie est en fait une vie d'enfant de parents divorcés, racontée par lui-même, dans la fiction, bien entendu. Et c'est donc un exemple très précoce, si j'ose dire, d'un phénomène de société qui est devenu très courant aujourd'hui, à savoir les familles recomposées. Et lisez ce livre-là, traduit d'ailleurs par Marguerite Yourcenar en français, pour avoir une vision, bon, pas jolie, du monde adulte, vu par un enfant. Petite parenthèse, c'est pas le moindre des charmes de la littérature dont je parle ici que de nous tendre un miroir. Et ce qu'on voit dans ce miroir, à savoir le monde adulte, il n'y a pas d'enfants dans la salle, c'est pas toujours très agréable à voir. Au XXe siècle, bon, la psychanalyse est passée par là, l'émancipation par l'éducation scolaire aussi. Vous connaissez le roman de l'éducation nationale en France, qui d'ailleurs, à ses débuts, ne s'appelait précisément pas éducation nationale, mais instruction publique, ce qui était, à mon sens, mieux comme dénomination, mais la fameuse Troisième République, avec ses hussards noirs, avec son projet d'amener le plus grand nombre de jeunes enfants et adolescents à une formation scolaire, a considérablement changé la donne en ce qui concerne donc le lectorat et la production de textes sur ces personnes-là, ou sur des personnes de cet âge-là, et la communication littéraire. En témoigne, je suis toujours mon petit canevas, là, 3 œuvres au statut différent. Enfance de Maxime Gorky, Du côté de chez Swann de Proust et Enfance berlinoise de Walter Benjamin. Il se trouve que ce sont des textes, pour ce qui est du premier et du troisième, d'inspiration ouvertement autobiographique, écrits par des écrivains intellectuels. Donc, une nouvelle attention portée à ces années décisives de l'enfance de quelqu'un qui est devenu ensuite écrivain intellectuel. Pour Proust, bon, ça je ne vous fais pas un tableau, vous connaissez, mais vous connaissez aussi la première phrase de À la recherche du temps perdu. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Donc le personnage principal de cette très très grande œuvre de la littérature en langue française commence quand le personnage principal est un enfant. Et cette situation dramatique, parmi toutes, qui reprend d'ailleurs le motif du marchand de sable, c'est-à-dire le moment où l'enfant doit rester seul, se retrouver dans le noir, et où il sait que ses parents ne sont pas loin, mais c'est une séparation qui est vécue tragiquement ou dramatiquement par l'enfant. Valérie Larbaud, Enfantine, c'est des textes plus ludiques, si j'ose dire. Mais je parlerai davantage de deux œuvres majeures en ce qui concerne les personnages enfants. On peut se demander si ce sont des livres écrits pour des lecteurs enfants. Le Magicien d'Oz, grand classique, surtout depuis qu'il a été adapté au cinéma, et Peter Pan. Peter Pan, là aussi, je pense que vous le savez, mais c'est peut-être intéressant de le rappeler. La première phrase, encore une fois, l'incipit, tous les enfants
grandissent, sauf un. Peter Pan est l'enfant qui refuse de grandir. Et je trouve ça à la fois extrêmement dramatique, parce que c'est évidemment une chose impossible du point de vue physiologique, du point de vue psychologique aussi, mais qui ne s'est pas posé à un moment donné la question est-ce que c'était pas mieux avant, quand on était enfant, quand on n'avait pas toutes les responsabilités, toutes les questions existentielles dans lesquelles on se perd un peu, les responsabilités. Bon, ne pas grandir peut être une solution. Peter Pan adopte, soi-disant, cette solution. Il en a la possibilité parce que la littérature peut tout. Elle dit il ne grandit pas et il ne grandit pas. Wendy, en revanche, elle grandit. Et elle a même des enfants. Et puis Peter rencontre plus tard la fille de Wendy. Bon. Pour moi, James Barrie a donc créé un archétype un peu de cet enfant qui sommeille en nous, qui nous rattache à un paradis qui n'a besoin d'être ni réel ni perdu, mais imaginaire. Bon, vous connaissez tous Louis Perregaux, La guerre des boutons, qui... le mot guerre consonne aujourd'hui dramatiquement. En 1912, il pouvait être entendu comme prémonitoire, alors que c'est précisément une de ces histoires d'enfance, de bande, de nature, de conflit, mais bon, on ne se tuait pas pour autant. Il y a l'équivalent dans la littérature hongroise, et ça c'est... Nouvelle petite parenthèse, ça c'est un des bonheurs de mon métier ou de mon domaine d'activité pédagogique et de recherche, à savoir la littérature comparée. J'ai le droit, j'ai le devoir, j'ai la possibilité de m'intéresser à d'autres littératures, à d'autres productions, à des textes venus d'ailleurs. Et je me fais toujours un plaisir à mélanger les textes d'origines diverses dans mes programmes d'enseignement. Fermons la parenthèse. Un autre bloc un peu problématique, Henry Winterfeld, Les enfants de Timpelbach, que vous connaissez peut-être, ça se réédite encore assez fréquemment. Il y a eu aussi un film tiré de ce livre. 1934, et William Golding, Sa Majesté des Mouches, 1954, ça encadre un peu la Seconde Guerre mondiale, et la situation est toujours un monde soi-disant sans adultes, donc un monde composé uniquement d'enfants. Je le disais au début, c'est évidemment impossible, il n'y a pas d'enfants sans parents. Mais parfois, les parents peuvent en venir à manquer. Et dans la fiction de William Golding, c'est précisément un naufrage sur une île. C'est une Robinsonade collective, si vous voulez. Il y a deux groupes d'enfants de l'âge de 6-7 ans et de l'âge de 12-13 ans qui se retrouvent sans adultes et qui doivent se débrouiller. Et Golding était passé par l'expérience de la Seconde Guerre mondiale et il n'avait pas une vision très optimiste d'une telle société qui est livrée à elle-même. Pour redevenir un peu plus gai, je mentionnerai Antoine de Saint-Exupéry, évidemment l'enfant le plus célèbre de la littérature universelle, je dirais. Récemment, on a fait un sondage dans la télévision française pour savoir quel était le livre le plus populaire de tous les temps. Je crois que c'est celui-là qui l'a emporté haut la main. Le Petit Prince, bien sûr. Dessine-moi un mouton, et je l'ai encadré de deux références
l'une allemande, l'autre suédoise. Émile et les détectives de Erich Kästner. Bon, c'est devenu aussi un film après qui est très très connu, notamment en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. C'est le courage d'un enfant entouré d'autres enfants pour confondre un voleur, un sale voleur adulte, bien sûr, qui pique ses sous à un enfant, figurez-vous. Fifi Brin d'Acier. Toujours étonnant quand j'en parle à mes étudiants qui sont pour la plupart français. Les Erasmus d'origine allemande connaissent tous, ils ont le même âge. Les Français, presque personne, les jeunes Français, presque personne ne le connaît. C'est un crime éditorial, pour ainsi dire, parce que ce livre a été mal traité par Hachette dans les années 50. Il a été atténué parce qu'il a été jugé dangereux pour les lecteurs enfants, parce que Fifi Brin d'Acier, précisément, elle est irrévérencieuse, elle dit non aux autorités, à l'institutrice, à la police, aux grandes personnes. Donc, encore une fois, ce miroir. D'ailleurs, j'ai oublié, il y a des auteurs plus récents qui reprennent un peu ces constellations-là. Daniel Pennac, Messieurs les enfants, très connu, je crois, reprend la situation un peu des enfants de Timpelbach et de Sa Majesté des Mouches, c'est-à-dire une société où subitement les enfants ont le rôle des adultes. Et Roald Dahl avec Mathilda, c'est une nouvelle Fifi Brin d'Acier ou Zazie, bon, c'est un personnage extrêmement attachant qui a priori s'adresse à des lecteurs jeunes, mais qui peut être lu avec grand profit, me semble-t-il, par des lecteurs adultes. Le petit Nicolas, les Peanuts, Calvin and Hobbes. Bon, là, il faudrait à peu près une conférence de 4 heures pour faire le tour de la question. C'est magnifique, mais vous connaissez. Donc, si jamais vous avez un peu oublié, retournez en acheter chez les libraires ou emprunter dans les bibliothèques. J'ai mentionné Zazie dans le métro, un enfant extrêmement attachant pour X raisons. Aussi bien le livre, me semble-t-il, que le film que Louis Malle en a tiré. J'ai appris dans un livre magnifique, celui-là, je dirais que vous devez l'acheter, il vaut 2 €. Petit éloge des petites filles de Eva Almasy. Donc, et elle révèle que c'est un peu croustillant comme histoire. Vous savez que Zazie dans le métro, donc date de 59, Lolita de Nabokov, que j'ai pas mis là parce que Lolita n'est pas vraiment une enfant, date de 56. Et Kubrick aurait voulu, dit Eva Almasy, faire jouer le rôle de Lolita par l'actrice qui a joué Zazie. Donc imaginez un peu le scandale, parce que en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que on a voulu vieillir le personnage de Lolita pour que le scandale soit un tant soit peu atténué et rajeunir Zazie parce que bon, elle paraissait très très ingénue, très très naïve. C'est un détail, mais bon, finalement, ça ne s'est pas fait comme ça. Un petit bloc Camara Lai, je ne sais pas comment on prononce, Patrick Chamoiseau et Alain Mabankou. C'est pas mon domaine de compétence à proprement parler. C'est la littérature africaine ou afro-américaine.
des enfances dans des situations où l'enfant a un statut peu enviable, mais très spécifique et très différent de nos sociétés très ordonnées, très organisées pour l'enfance. Donc je l'ai mis là, c'est assez dramatique par moment. Oui, on a encore un peu de temps. Je mentionnerai Carson McCullers, Frankie Adams, qu'on lit pas forcément beaucoup de nos jours, mais qui n'a pas vu l'effronté de Claude Miller, qui a lancé la carrière de Charlotte Gainsbourg, si je me souviens bien. Donc, c'est une histoire d'adaptation qui n'a pas dit son nom parce que, soi-disant, Claude Miller n'avait pas obtenu les droits, mais bon, il a adapté, il a transposé l'histoire dans un autre cadre, et ce film a eu un très grand succès. Je passe à la deuxième page, du moins dans cet exemplaire-là. Günter Grass, le tambour, il est dans une situation similaire à celle de Peter Pan, c'est-à-dire il arrête de grandir officiellement à l'âge de 3 ans dans la fiction, dans le livre de Günter Grass. Dans le film de Volker Schlöndorff, bon, le jeune David Bennett, il doit avoir une dizaine d'années, parce qu'on ne peut pas faire jouer ce rôle par un enfant de 3 ans. Imaginez un peu, mais c'est une merveilleuse parabole sur l'enfant qui, en plus, tient tête à des autorités adultes qui, à cette époque-là, ça se passe dans les années 30, 40, 50, donnent encore une fois des preuves d'une grande faiblesse de caractère, disons-le comme ça. Mon coup de cœur, depuis un certain temps, depuis quelques années, c'est Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est un livre, semble-t-il, archi connu aux États-Unis. Je ne sais pas trop dans quelle mesure il est populaire ou beaucoup lu en France ou en Europe. C'est l'histoire d'une petite fille, bon, qui a aussi un frère et un copain qui était d'ailleurs qui est devenu lui-même célèbre parce qu'il s'agit de Truman Capote. Et Harper Lee raconte donc une histoire, bon, comme l'Amérique a dû les produire avec le problème du racisme, avec les États du Sud. C'est une sombre histoire de racisme, de justice partiale qui condamne un noir, et un lynchage aussi à la suite. Et le tout est raconté par une jeune fille. Bon, là se pose avec une grande acuité cette question: comment faire parler le jeune personnage. En plus, bon, là c'est traduit. Donc, en tout cas, il me semble que cette fiction-là fonctionne à merveille, et elle est un pur enchantement dans un cadre et dans l'histoire qui est racontée, qui n'est pas toujours gai. Bon, Marguerite Duras, Émile Ajar, je n'insiste pas. Peut-être pour redevenir un peu plus grave, Georges Perec, ou Le souvenir d'enfance, pour ceux qui connaissent, bon, c'est un bouquin un peu compliqué, mais authentique en ce qui concerne sa genèse. Georges Perec, comme vous le savez peut-être, était orphelin de père et de mère. La mère a disparu à Auschwitz, le père est mort à la guerre, et il s'est retrouvé grand enfant, si j'ose dire, à l'issue de la guerre. Et il a été pris en charge par des
psychanalystes de renom, la première en ayant été Françoise Dolto. Et dans le cadre de ces analyses, de ces thérapies, il a développé un fantasme de société uniquement préoccupée par le sport. Ça, c'est le souvenir d'enfance, et il y a des traces de cette histoire qu'il a inventée à cette époque-là. C'est une parabole de l'univers concentrationnaire, très clairement. C'est une société dont les membres, qui sont des sportifs ou des fonctionnaires, sont uniquement occupés par des activités sportives, mais de plus en plus perverties, et le but est toujours d'éliminer autrui, ce qui revient un peu sur le devant de la scène aujourd'hui dans une série, dans un film, livre, film, série, Hunger Games, des choses comme ça, la télé-réalité qui met en scène une sorte de darwinisme pris au pied de la lettre. Donc, ce livre W ou le souvenir d'enfance est basé sur un vrai travail de mise en récit d'un traumatisme enfantin. Le traumatisme nous rappelle le marchand de sable, mais c'est bien plus grave parce que c'est l'univers concentrationnaire. Un enfant de 6-7 ans, 8 ans, à qui l'on dit ta mère ne reviendra pas, et qui apprend accessoirement qu'elle a été gazée à Auschwitz, il faut faire un travail, je crois. Et il a trouvé une formule pour raconter cette histoire-là en tressant en fait 3 fils d'histoire, une véritable autobiographie, c'est-à-dire de vrais souvenirs d'enfance, des premiers souvenirs d'enfance de l'âge de 3 ans à peu près, jusqu'à l'âge adulte. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Georges Perec a entamé sa vie d'adulte en étant para à Pau, figurez-vous, pendant 1 an à peu près, en 57-58. Et il y a un 3e fil dans cette histoire qui est une sorte de fiction à la Jules Verne. Donc, ce livre ne se livre que à un travail de lecteur de recomposition d'un puzzle extrêmement compliqué. Trame d'enfance de Christa Wolf n'est pas foncièrement différent. C'est un travail sur la mémoire dans une société malmenée. Je finis très rapidement. L'an dernier, j'ai déjà parlé de Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. Je ne reviens pas là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire pour trouver un mot de la fin? Les références plus récentes, je mentionnerai peut-être tout simplement Nicolas Amaniti, Je n'ai pas peur, de 2001, qui est une histoire qui se passe en Sicile, où un enfant découvre l'univers mafieux dans lequel plongent ses parents. Anne Wiazemski, Je m'appelle Elisabeth, un très beau récit, ça se passe pendant une semaine, où une jeune fille décide de cacher un jeune homme qui s'est échappé de l'hôpital psychiatrique dirige son père. Donc c'est sa première révolte contre le père. C'est raconté depuis un point de vue celui de l'auteur devenu femme d'un certain âge, mais c'est une jolie illustration de ce que les enfants grandissent fatalement ou nécessairement, et à la limite à travers un conflit vécu, mais qui ne s'est pas terminé tragiquement. Et peut-être L'élégance du hérisson, mais ce livre-là a tellement été vendu que je pense que tout le monde le connaît. Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame en rose, c'est un sujet très très
grave, sombre. L'avant-dernier bloc avec Marie Dariussec, Linda Lee et Camille Laurens sont des récits autobiographiques de jeunes femmes qui ont perdu des enfants. Je ne voudrais pas terminer là-dessus. Mathieu Lindon, Catherine Millet, donc des personnalités un peu du genre de ceux qui viennent à Pau là, ce week-end, qui ont raconté leur enfance. Je vais quand même finir sur la petite bibliographie critique, pas du tout de façon exhaustive. J'ai déjà fait l'éloge du petit livre d'Eva Almasy. Je voudrais aussi insister sur deux collègues universitaires, parce qu'après tout, on m'a demandé d'intervenir au titre de mes attributions professionnelles. Donc, il y a Nelly Chabrol-Gagne, qui est une collègue qui enseigne à l'université de Clermont-Ferrand, qui est devenue une grande spécialiste de l'album, c'est-à-dire de la littérature pour enfants et jeunes lecteurs illustrés. Et les titres que j'ai mentionnés là sont, je crois, deux au moins à la bibliothèque municipale, parce qu'ils sont moins accessibles, mais ce sont des travaux à la fois d'une grande érudition, d'une grande finesse de commentaires et d'une grande, grande qualité éditoriale sur un domaine qui est donc l'album, à savoir le livre illustré. Et l'autre titre que je mentionnerai, c'est Guillemette Tison, une collègue de l'université d'Artois, qui a publié une grande étude, une mosaïque d'enfants, c'est l'avant-dernière référence, l'enfant et l'adolescent dans le roman français. Mais là, si je vous dis 1876-1890, sur une production de 14 ans, elle a pondu un bouquin universitaire, certes, de 400 pages. Donc vous voyez un peu la richesse, et rien que sur une production de une quinzaine d'années à la fin du 19e siècle. Donc il y a un immense champ, un immense corpus, une production d'une grande richesse. Et en sortant d'ici, je ne peux que vous inciter à aller chercher des livres, feuilleter sur les stands, à vous intéresser à cette réalité qu'est l'enfance dans les livres. Je vous remercie.